Bonjour à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour cette vidéo, ça faisait longtemps et j'avais vraiment envie d'en faire une. Et donc je me suis dit que là il y avait une occasion à pas rater, je voulais essayer un nouveau concept qui est de vous présenter un peu une actualité en rapport avec le monde des catastrophes naturelles. Et là en l'occurrence, vous avez certainement vu ces 2 derniers jours aux actualités qu'un volcan islandais est entré en éruption. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement de... Alors je vous préviens tout de suite, hein, la vidéo n'est pas du tout scriptée. J'essaye de parler de manière la plus spontanée possible, j'ai absolument aucun texte. J'ai juste 2-3 petites notes pour pas oublier des points, on va dire, importants. J'improvise complètement. Donc m'en voulez pas si vous avez l'impression que je bafouille, c'est que je cherche mes mots. Je ferai quand même un petit peu de montage histoire que ça ressemble pas à un truc trop dégueu. Comme je le disais, ces 2 derniers jours, donc depuis vendredi, on est samedi, donc depuis hier, un volcan islandais, le complexe volcanique de Krýsuvík, est entré en éruption. Alors, c'est pas vraiment une surprise, en fait on s'y attendait plus tôt parce que ça fait plusieurs semaines qu'un volcan islandais menace d'entrer en éruption. En fait, ça fait des semaines qu'on observe des essaims de séisme au niveau de la péninsule de Reykjanes, donc c'était plutôt prévisible. Donc en fait cette petite vidéo, ça va me permettre à la fois de vous présenter cette actualité, c'est-à-dire essayer de vous expliquer un petit peu le contexte de cette éruption, voir un petit peu ce qu'il en est aujourd'hui, ce qu'on sait, plus largement vous présenter un peu l'Islande, puisque c'est l'occasion, et puis on va essayer de voir ensemble quelles sont les différentes éruptions que l'Islande a déjà connues, parce qu'on a connu pas mal, des éruptions assez notables, donc je pense notamment au Laki, au Surtsey, donc le volcan Surtsey qui, comme on va le voir, a même donné son nom à un type d'éruption. Et puis je vous propose de voir ça, tout ça ensemble. Donc pour commencer, on va regarder un petit peu ce qui se passe en ce moment. Alors pour ça, je me tourne vers plus expérimenté que moi. Moi, il faut savoir que je suis passionné mais pas du tout professionnel dans le domaine. Et là en l'occurrence, j'ai une source qui m'apparaît plutôt fiable, que je suis depuis un petit moment déjà, qui s'appelle Culture Volcan. Vous pouvez le suivre sur Twitter, je vous mettrai un lien dans la description, qui est en fait un géologue spécialisé en volcanologie. Donc là je lis un peu sa description sur Twitter. Je sais que il habite en Auvergne, il me semble, donc c'est quelqu'un qui est quand même pas mal baigné dans le domaine. Ce gars-là fait des articles de blog de manière quasiment quotidienne, où il raconte un petit peu l'actualité volcanique. Donc comme je peux pas faire mieux que lui, je pense, en termes d'explication, je vais vous lire son dernier article sur le sujet. Je vais essayer de vous commenter en même temps pour vous expliquer des termes qui seraient un petit peu pointus et que vous ne connaîtriez pas forcément. Donc cet article date du 20 mars 2021. Alors, ce que j'aime bien avec ce blogueur, c'est qu'il est très réactif. Là, la preuve, on est le 20 mars 2021, le mec a déjà sorti un article sur le sujet, donc il est au taquet. Et d'ailleurs, j'en profite, si jamais lui voit cette vidéo, pour le remercier pour la vidéo du lac Nyos, parce qu'en fait, donc là c'est la 2e fois que je parle de volcan sur ma chaîne. La première fois, c'était à l'occasion de la catastrophe du lac de Nyos. J'avais pu lui poser quelques questions via Twitter à laquelle il avait gentiment répondu. Donc je le remercie encore pour ça. C'est super sympa de m'avoir aidé là-dessus. Donc on va lire ensemble son article et c'est parti. Alors pour commencer, je vous propose juste de nous mettre un petit peu plus dans l'ambiance. Hop, puisqu'on a des LED, autant en profiter. Alors, donc c'est parti pour cet article de Culture Volcan. Alors, zone volcanique de Krýsuvík, une éruption a enfin démarré. Alors, comme je le disais, après plusieurs semaines d'une activité sismique intense, quoique faiblissante ces 2 derniers jours, le magma qui, visiblement avec difficulté, se frayait un passage à travers la croûte terrestre sur la péninsule de Reykjanes, à l'extrémité sud-ouest de la zone volcanique de Krýsuvík, Trollhättingar, est parvenu à la surface hier soir vers 20h40, ont annoncé les volcanologues de l'IMO. Alors l'IMO, en gros, c'est l'Institut météorologique islandais, quelque chose comme ça. L'Observatoire météorologique islandais.
La faiblesse de l'activité, le fait que le magma n'ait progressé que très lentement dans une zone pourtant largement fracturée et en partie en extension, le fait qu'il n'y ait pas eu de sismicité particulière attachée aux dernières centaines de mètres parcourus par le magma, déplacement asismique a priori, semble plaider pour un magma pas très riche en gaz qui se serait contenté de remplir les fractures. Donc le fait qu'il soit pas très riche en gaz, déjà, c'est plutôt, entre guillemets, une bonne nouvelle, puisque plus le magma va être chargé en gaz, plus il va avoir tendance à être, pas instable, mais explosif. Cela faisait déjà plusieurs jours que, d'après les modélisations, le dike se trouvait à seulement quelques centaines de mètres sous la surface. Alors en gros, le dike, c'est la remontée du magma à l'intérieur d'un encaissement de roches, déjà solidifié, ce qui fait qu'en fait, en gros, vous vous retrouvez avec deux types de roches, l'un dans l'autre, enfin, comment expliquer simplement? En gros, quand le magma va refroidir, il va se solidifier, mais les roches qui se trouvent autour de lui ont déjà été solidifiées auparavant. En gros, grosso modo, c'est ça. Ce qui fait que lorsque la roche qui se trouve autour est érodée, comme la roche magmatique va mettre plus de temps à s'éroder, on peut se retrouver avec des structures du type des pics, quand je parle de pics, c'est vraiment un petit pic, ou un mur, du fait que en fait, seule la partie magmatique plus récente reste en place. Donc cela faisait donc ça j'ai déjà lu. Malgré tout, alors ça c'est très important, il s'agit de la première éruption sur cette zone volcanique depuis 1340. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc, on peut dire quelque part qu'on assiste à quelque chose d'historique. On a des volcans qui rentrent en éruption plus fréquemment. Alors parmi les exemples, évidemment, il y a l'Etna. Je pense que vous en avez suffisamment entendu parler ces derniers temps. On a tout un tas de volcans qui rentrent en éruption de manière plus fréquente, parfois tous les 10, 15, 20 ou parfois même tous les siècles. On peut penser aussi au Piton de la Fournaise par exemple, qui est un volcan qui est aussi très actif. Et bien ce volcan, donc la zone volcanique de Kršović, n'était pas rentrée en éruption depuis 1340. Donc comme il le dit, c'est un moment historique malgré tout. Donc le site de cette éruption se situe sur le secteur de Fragadas-Fiac, un relief volcanique ancien recoupé par la zone volcanique de Kršović. Donc là il met une vidéo qui est peu ou prou la même que celle que je vous ai postée tout à l'heure, que j'ai mis en arrière-plan, qui sont en fait c'est une vidéo tirée d'un média islandais, donc pris de très très belles images du magma qu'on voit très fluide. J'ai pas la vidéo là, je sais même pas si elle va se lancer. Alors je vais couper le son. Hop, vous voyez que on assiste vraiment à une éruption très effusive. Là, la lave est très très fluide. On assiste plutôt à des fontaines de lave qu'à une éruption de type explosif, ce qui est tout à fait normal en Islande. La lave est plus fluide, moins visqueuse, du coup elle a tendance à s'écouler plus facilement. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, le site précis du départ d'éruption est une vallée perchée nommée Geldingadalur, visiblement les deux écritures existent, sur le massif de Fragadas-Fiac, qui se trouve juste au nord de la vallée Natagi, qui avait été récemment un site donné comme un site possible d'éruption, puisque le dike était parvenu à son aplomb. Donc je rappelle, le dike, remontée du magma dans un encaissement. L'effusion n'a quasiment aucune chance d'affecter une zone habitée, et ça, c'est une très bonne nouvelle pour le moment, la ville de Grindavik étant hors des vallées qui canaliseront immanquablement les coulées, puisqu'on a une vallée, du coup, elle va servir de retenue de lave. Même la route côtière qui relie Grindavik à Porlachofn, alors je suis désolé pour les noms, on est sur des noms islandais. Islande, les mots islandais et les mots français, rien à voir. D'ailleurs, les prononciations ne se disent pas pareil. Il me semble que le double L se dit che, donc ça donne des noms un peu
différent de ce qu'on peut avoir. On est vraiment sur des prononciations différentes. Donc même la route côtière qui relie Grindavik à Port-la-Chofn ne craint rien à court terme, bien qu'elle ne soit qu'à environ 3,5 km à vol d'oiseau, et que la zone est entourée de reliefs qui canaliseront les coulées et allongeront considérablement leur trajet jusqu'à la route, puis jusqu'à la côte. Peu de chances de voir les coulées entrer dans les eaux océaniques, pourtant toutes proches. C'est bien dommage, parce que ça donne des jolies images. Alors, si tout se passe bien, vous allez voir l'image en même temps que moi, donc ce que je vais vous montrer là. Ici, on a un petit tracé rouge. Donc ce que vous pouvez voir, en fait, c'est le relief islandais, au niveau de la péninsule de Reykjanes. Donc vous avez alors c'est pas des isobars, c'est des isomètres peut-être, j'ai un doute là-dessus. En gros, c'est le tracé topographique, quoi. En gros, vous avez les différents reliefs avec les différentes hauteurs de montagnes, les vallées, etc. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que ce qu'on a ici, c'est la fontaine de lave, enfin les fontaines de lave, la bouche éruptive. Donc en fait c'est une fracture qui s'est ouverte, donc localisation du site éruptif, Großpunga, ou Gospronga plutôt, ce qui est marqué sur le tracé, et la fracture. La topographie du site protège les infrastructures sur le court et le moyen terme, à condition que la fracture ne s'allonge pas en direction du sud, effectivement. Effectivement, Grindavik se trouve ici, vous voyez, donc avec un peu de chance, la manière dont va être déviée la lave va permettre à la ville d'être relativement abritée. Un autre site qui peut souffler, ce sont les eaux chaudes des bains du Blue Lagoon. Alors, il faut savoir que l'Islande, c'est un coin, c'est une région très hydrothermale, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de cours d'eau, de plans d'eau qui sont chauffés par la présence du point chaud, ce que je vous expliquerai juste après. L'éruption est donc modeste et pour le moment ne constitue pas une menace pour les infrastructures, mais on ignore comment elle va évoluer, si un magma plus riche en gaz va arriver, augmentant, comme je disais tout à l'heure, l'explosivité et ou le débit des coulées, ou si le dike va reprendre sa progression en direction du sud, auquel cas la menace sur la route augmenterait significativement, ou même si des infiltrations d'eau ne pourraient pas se faire suite à la fracturation exprimée par la crise sismique. Après tout, l'eau n'est pas loi en altitude et la péninsule était déjà très fracturée. Donc tout va bien pour le moment, mais restez vigilants est la règle, et c'est une affaire à suivre. Donc voilà, donc ça c'était le point de vue, on va dire, d'un professionnel. Maintenant, on va s'intéresser à ce qu'en dit un peu plus la presse pas du tout spécialisée, donc Le Monde, hein, comme ça je cite une source à peu près, on va dire, potable. Donc en Islande, une éruption volcanique au Fagradalsfjall près de Reykjavik. Donc là, comme vous pouvez le voir sur l'image, on assiste à un ciel très rougi. Alors le rouge, c'est vraiment une caractéristique des... Enfin la couleur très rouge, c'est vraiment une caractéristique des volcans effusifs, et notamment en Islande, on a assisté à beaucoup de spectacles du genre de fontaines de lave bien rouges. On en voit aussi au niveau de... Enfin, les récentes éruptions de l'Etna nous ont montré aussi des belles fontaines de lave bien rouges. Donc comme vous pouvez le voir, ça se reflète sur les nuages au-dessus du pays. Un volcan est entré en éruption vendredi 19 mars à une quarantaine de kilomètres de la capitale islandaise Reykjavik, a annoncé l'Office météorologique islandais, provoquant une coulée de lave et faisant rougeoyer la couche de nuages. Un flot de lave s'est coulé d'une fissure dans le sol à Geldingadalur, près du mont Fagradalsfjall, selon des images vidéo tournées par un hélicoptère des gardes-côtes. Donc l'éruption a débuté au Fagradalsfjall à Geldingadalur vers 20h45 ce soir, 21h45 heure de Paris. L'éruption est considérée comme de petite taille et la fissure est longue d'environ 5 ou 700 mètres. La lave fait moins d'1 km² de taille, a fait savoir sur Twitter l'OMI qui surveille l'activité sismique. Alors oui, parce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme le disait l'article de Culture Volcan, vraiment depuis 2 mois, ça bouillonne. Enfin, on assiste à des essaims de séismes, c'est impressionnant. Il faudrait que je retrouve exactement le nombre de séismes qu'on a eu depuis le mois de février, mais je veux dire,
c'est pas du tout une surprise que le volcan soit rentré en éruption, clairement. Alors, zone largement inhabitée. La première notification a été reçue par l'agence météorologique à 21h40, donc 22h40 heure de Paris, et l'éruption a été confirmée par des webcams et des images satellites. Et donc encore une fois, on assiste à de très belles images, donc c'est toujours les mêmes, hein. Les images des coulées des fontaines de lave. Donc les fontaines de lave plutôt rares, hein, mais plus on a vraiment des belles coulées de lave. La police et les gardes-côtes ont été dépêchés sur place, mais la population s'est vue recommander de ne pas approcher les lieux, ce qui paraît à peu près logique. L'aéroport international islandais de Keflavik et le petit port de pêche de Grindavik ne se trouvent qu'à quelques kilomètres, mais la zone est inhabitée et l'éruption ne devrait pas présenter de danger. La population par les gaz la pollution par les gaz volcaniques devrait s'étendre jusqu'à Thorlakshovn et se poursuivre jusque dans la nuit. On demande aux gens de fermer les fenêtres et de rester à l'intérieur. L'état et la quantité des émissions de dioxyde de soufre résultant de l'éruption sont en cours d'évaluation. Alors ça c'est moins cool par contre. Alors la dernière éruption remonte à 1240. Alors ça je suis un peu surpris. C'est pas ce que disait Culture Volcan. 1340. Ah tiens, on a des chiffres contradictoires. Donc c'est comme quoi c'est important de vérifier ses sources. J'aurais tendance à plus faire confiance à Culture Volcan, mais bon, dans le doute, 2 secondes, je coupe, je vous dis ça tout de suite. Alors c'est bon, je me suis renseigné. Difficile en fait de donner raison à l'un ou à l'autre. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que carrément je suis allé directement sur le site de l'Office météorologique d'Irlande, ce qui me paraissait le plus cohérent. Et le problème, c'est qu'il nous donne comme information dernière éruption a priori au XIIe siècle. Donc 1340 ou 1240, dans les deux cas, c'est pas vraiment au XIIe siècle. Mais bon, c'est pas grave, je ne sais pas trop qui croire dans l'affaire. Dans le doute, on va juste dire que la dernière éruption a lieu au XIIe siècle. Donc ça tombe bien, j'en profite pour vous montrer où se situe le volcan en question. Donc vous voyez que ici on voit Reykjavik, qui est la capitale de l'Islande, et donc là vous avez la fameuse péninsule de Reykjanes, et là se trouve le Krýsuvík, avec les massifs, les reliefs dont parlait tout à l'heure Culture Volcan. Donc ils sont ici. Donc voilà ce qu'on pouvait dire déjà sur ce qui se passe actuellement. Donc là, pour vous donner une idée, je suis aussi allé sur l'office météorologique islandais. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a 3 alertes en cours. La première, c'est phase d'alerte protection civile liée ce qui se passe dans la péninsule de Reykjanes, à cause des séismes, s'éloigner des zones qui pourraient être potentiellement dangereuses, donc là où il pourrait y avoir des éboulements, ce genre de choses. Donc là il préconise de s'en écarter. Et dernière chose, il précise bien que l'éruption a lieu près de Fagradalsfjall. Et donc il y a un risque de grosse concentration de gaz volcanique. Et ça c'est pas drôle du tout. Donc là je vois qu'il y a eu une mise à jour à 13h45, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, où il disait que il rappelle un petit peu en fait ce qui s'est passé, donc l'éruption, que le site de l'éruption est dans une vallée située à 4,7 km de la côte sud de la péninsule. Voilà, qu'ils disent que la ville la plus proche sur la côte, c'est Grindavik, qui serait donc la plus menacée par ces émissions de lave. Et donc il précise bien que des gaz volcaniques, donc en l'occurrence du SO2, donc qui est du dioxyde de soufre, a été détecté à la source de l'éruption, et qu'ils sont en train de calculer, entre guillemets, comment va se disperser
les gaz pour savoir si les populations sont en danger ou pas. Et là, ils disent que la zone de l'éruption est considérée comme très dangereuse et qu'à aucun moment il faut s'approcher du volcan en éruption. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant l'éruption de Kristuvik. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous parler un petit peu plus de l'Islande. Pour ça, en fait, je vais utiliser ma carte géologique du monde. Ça va me permettre de vous présenter un petit peu l'environnement dans lequel se situe l'Islande, qui est un environnement qui est quand même assez particulier, assez hors norme. Donc le contexte de la dorsale médio-atlantique et la situation du point chaud sous l'Islande. Donc pour vous expliquer un petit peu le contexte de l'Islande, le contexte géodynamique de l'Islande, je vais vous montrer sur une carte mondiale de géologie un petit peu où elle est située et quelles sont ses particularités. Donc pour ça, je vais prendre mon petit laser. Donc, ce que vous voyez ici, c'est l'Islande. L'Islande, elle est située sur cette longue ligne qu'on appelle la dorsale médio-atlantique. Donc comme son nom l'indique, elle est située pile poil au milieu de l'océan Atlantique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une dorsale? En gros, une dorsale, c'est un endroit d'où le magma remonte du manteau pour, en gros, produire de la croûte océanique. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le magma remonte via cette ligne-là, donc il est chaud. En remontant à la surface, il refroidit, et puis, comme il remonte sous des kilomètres d'eau, donc il se refroidit d'autant plus. Et donc en se refroidissant, il se solidifie et il crée ce qu'on appelle la croûte océanique. Donc ce qui se passe, c'est que la croûte océanique est formée de part et d'autre de la dorsale, et donc ça écarte les continents qui à l'origine se situaient proches les uns des autres. Alors on peut observer un phénomène similaire du côté du Pacifique, puisque donc il y a ici ce qu'on appelle le rift est-africain. Et donc ici on a une dorsale qui est en train de la même manière d'écarter l'Afrique de l'Asie et qui est en train de créer un nouvel océan. L'Islande, qui est située ici, a une particularité, c'est que non seulement elle est située sur la dorsale médio-atlantique, mais en plus elle est située sur ce qu'on appelle un point chaud. Il faut savoir qu'à l'origine, le point chaud de l'Islande n'était pas situé sur la dorsale médio-atlantique. En fait, ça fait à peu près 15 millions d'années que c'est le cas. Auparavant, le point chaud de l'Islande était plutôt situé du côté du Groenland. Et en fait, donc, le point chaud s'est déplacé. Et donc maintenant, alors pourquoi un point chaud se déplace? Je vais quand même préciser ça. D'abord, un point chaud, qu'est-ce que c'est? Un point chaud, c'est un panache mantélique, donc mantélique qui provient du manteau, et donc qui perce la lithosphère. Et donc en perçant la lithosphère, le magma qui remonte à la surface se solidifie et crée de nouvelles roches. L'île d'Hawaï est une île qui a été qui est produite par un point chaud. Donc c'est même pas une île, c'est ce qu'on appelle un archipel, c'est-à-dire un chapelet d'îles. Et en fait, donc il y a plusieurs îles du même genre, c'est-à-dire que en se déplaçant, le point chaud crée donc cet archipel. Alors il faut savoir qu'en fait on dit que le point chaud se déplace, mais c'est faux, c'est pas le point chaud qui se déplace, c'est bien la croûte sous laquelle il se trouve, puisque le point chaud trouve son origine du manteau, et les plaques lithosphériques se déplaçant sur le manteau, forcément on observe la remontée du point chaud à différents endroits de la plaque. Et donc c'est pour ça que on observe des archipels au niveau des points chauds. D'ailleurs, ce qu'on peut noter, c'est que la manière dont est organisé l'archipel permet de renseigner un petit peu donc, non seulement la vitesse
à laquelle la plaque se déplace, et en plus sa direction. Alors comme je l'ai dit, la dorsale médio-atlantique, elle produit de la croûte océanique, mais forcément, dans le cadre de la tectonique des plaques, on ne peut pas juste dire que on a des dorsales qui créent de la lithosphère, parce que sinon, en fait, ce qui se passerait, c'est qu'on se retrouverait avec un globe terrestre qui ferait quasiment maintenant le double du volume de son volume actuel. En fait, forcément, quand de la croûte océanique se crée, il faut bien qu'elle disparaisse à un autre endroit. Et ces autres endroits, c'est ce que l'on appelle des zones de subduction. Et alors, les zones de subduction, vous en avez forcément entendu parler. Déjà, ceux qui ont fait un bac scientifique ont forcément vu ce phénomène. Mais en gros, la subduction, on en avait un bel exemple dans le Pacifique. En fait, cette ceinture qu'on voit ici, là, c'est ce que l'on appelle la ceinture de feu du Pacifique. Pourquoi la ceinture de feu? Tout simplement parce que c'est un endroit très très volcanique. L'endroit le plus volcanique au monde même, puisque on a quasiment alors je pense pas trop m'avancer en disant qu'on a au moins la moitié des volcans du monde qui sont situés en marge du Pacifique. Alors qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces zones de subduction? La subduction en fait c'est lorsqu'une plaque océanique plonge sous soit une plaque océanique, soit une plaque continentale. Alors qu'est-ce qui fait qu'une plaque va plonger par rapport à une autre? C'est leur différence de densité. C'est-à-dire que si une plaque est plus lourde qu'une autre, alors elle va plus facilement plonger sous la plaque voisine. Et alors lorsque la plaque plonge, la température augmente au niveau de là où elle plonge, et de la même manière on va avoir des phénomènes de frottement en fait qui vont se passer entre les deux plaques. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la subduction, mais nous ce qui nous intéresse c'est surtout cette dorsale médio-atlantique. Cette dorsale médio-atlantique, on voit bien qu'elle passe à travers l'Islande. Donc si on regarde de plus près l'Islande qui se trouve ici, alors sur la carte on voit qu'elle apparaît de deux couleurs différentes. Pourquoi? Tout simplement parce que la dorsale a produit des roches et le point chaud en a produit d'autres. Et ces roches ne sont pas datées de la même période. Si on observe bien, on s'aperçoit qu'au centre de l'île, en fait on a une couleur différente puisqu'on a des roches qui sont plus récentes. En fait, le centre de l'île, c'est ce que l'on appelle la ceinture médio-islandaise. C'est en fait la partie qui est traversée par la dorsale médio-atlantique. Et la dorsale qui du coup produit d'autres épanchements au niveau d'autres remontées de magma au niveau de l'île. Et on a aussi du coup le point chaud qui produit un volcanisme. Donc sur l'île, on peut avoir aussi bien des volcans produits par l'apparition de la dorsale que des volcans produits par le magmatisme de point chaud. Et donc nous, la partie qui nous intéresse, c'est la partie qui se situe à l'ouest, qui est la péninsule de Reykjanes, qui elle est traversée, si on regarde bien, alors forcément vous n'allez pas voir parce que c'est un peu trop loin, mais en gros elle est traversée par la dorsale médio-atlantique. Donc voilà le contexte un peu particulier de l'Islande, et donc c'est ce contexte qui fait de cette île un cas vraiment, une île vraiment hors norme, puisque on n'a pas d'autres exemples d'îles qui se situent à la fois sur un point chaud et sur une dorsale. Une autre particularité de l'île d'Islande, c'est son contexte hydrogéologique. En fait, en Islande, on a beaucoup de sites qu'on appelle hydrothermaux. C'est-à-dire que on a une réaction entre la chaleur produite par le point chaud ou la dorsale d'ailleurs, et l'eau produite, on va dire, par le relief naturel de l'Islande. Qu'on est situé à des latitudes quand même relativement hautes, parce qu'on est largement au-dessus de la Grande-Bretagne, on est à des latitudes identiques de celles du centre de la Norvège, voire même un petit peu plus haut. Et donc forcément, qui dit latitude haute, rapprochement des pôles,
dit des endroits un peu plus glaciaires, et aussi le fait que ce soit une île déjà, donc le fait qu'elle soit entourée d'eau fait forcément qu'on va avoir des confrontations entre le magma et l'eau. Et ça c'est pareil dans d'autres sites comme Hawaï par exemple. Là la particularité c'est qu'en fait en Islande on a non seulement des volcans mais on a surtout des glaciers. Et alors en fait la confrontation de ces deux mondes que sont la glace et le feu me permet de pouvoir voir des choses qu'on trouverait nulle part ailleurs. Alors déjà on a le fait de pouvoir assister à des geysers. Comme vous pouvez le voir, on a les différentes phases d'un geyser, dont le plus connu est le geysir, qui a donné son nom au nom geyser. Et donc comme vous pouvez le voir, alors celui-ci c'est le Strokur, qui signifie barat en islandais. Donc à quoi sont dus ces geysers? Tout simplement à de l'eau qui est chauffée par le magma qui se trouve en dessous. Et lorsque l'eau est chauffée et mise sous pression, donc, elle est projetée violemment dans les airs et finalement se retrouve propulsée à plusieurs dizaines voire centaines de mètres de haut. Alors comme je vous l'ai dit aussi, en Islande on trouve des glaciers, de nombreux glaciers même, alors plutôt au niveau de la ceinture médio-islandaise, donc qui est située au-dessus de la dorsale, qu'on trouve des reliefs qui sont suffisamment importants pour donner naissance à de grandes zones de glace. Donc comme le glacier Vatnajökull, qui est l'image que vous voyez ici. Donc voilà, j'espère que maintenant vous avez un petit peu mieux compris ce qu'est l'Islande en fait, en quoi cette île est particulière d'un point de vue géologique. Et donc maintenant, je voudrais qu'on fasse un petit peu un tour des éruptions qui ont été les plus marquantes en ce qui concerne l'Islande. Alors, peut-être l'éruption la plus connue de l'Islande, c'est l'éruption du Laki. Donc pour ça, je vais m'aider un petit peu de mon livre parce que malheureusement, je connais pas tout par cœur. Et donc, on va parler un petit peu plus en détail de l'éruption du Laki. Alors pourquoi l'éruption du Laki a été importante? Tout simplement parce qu'elle a impacté l'Europe en général. C'est une éruption qui a eu lieu entre le 8 juin 1783 et le 7 février 1784, et qui a eu un impact important à la fois donc, pour les habitants de l'Islande, mais aussi pour les habitants de l'Europe en général et de l'Amérique du Nord. Alors juste, je vais vous lire le détail de ce qui s'est passé, peut-être vous donner quelques images à côté vu que c'est pas du direct et que je peux me permettre de faire un montage, donner quelques images pour que vous compreniez un petit peu mieux comment s'est passée cette éruption. Donc c'était une éruption qui a débuté le 8 juin 1783 et qui a débuté après un mois de tremblement de terre. Tiens, c'est bizarre. Non, c'est très courant le fait d'avoir des éruptions après une grosse quantité de tremblements de terre. Donc qui a débuté par l'ouverture d'une série de fissures sur environ 27 km de long par lesquelles jaillissent d'énormes fontaines de lave qui atteignent des hauteurs de 800 à 1400 mètres. Alors je sais pas si vous vous rendez compte de la hauteur, 800 mètres, c'est approximativement un peu moins de 3 fois la tour Eiffel. Donc clairement là on est sur du haut niveau. Alors 1400 mètres, je vous laisse imaginer. Plus d'une centaine de petits cônes éjectant de la lave se forment le long de la fissure et certaines coulées de lave parcourent jusqu'à 60 km de distance et couvrent 565 km². Donc c'est vraiment énorme. Et alors, là où c'est important, c'est qu'une importante partie du bétail du pays mourra d'intoxication en entraînant une famine et la mort de plus de 9000 personnes, soit entre 21 et 25% de la population islandaise de l'époque. Donc je vous laisse imaginer la catastrophe, un quart de la population qui meurt à cause de l'éruption du volcan. Alors là on pourrait se demander, est-ce que c'est quelque chose qui peut se reproduire à notre époque? Eh ben j'aurais tendance à dire que oui, après pas sur ce type d'éruption, dans le sens où là clairement on est sur une éruption plutôt modérée. Je pense que la péninsule
de Reykjanes, c'est pas l'endroit où on s'attend à avoir le plus de danger. Justement, ça va me permettre d'enchaîner sur le fait, comme ça je vais pouvoir vous montrer où se situe le Laki. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le Laki, lui, il se situe plus vers le milieu de l'île. Alors, le centre de l'île, il est un peu plus particulier, puisqu'en fait, on se trouve sur vraiment la dorsale mésio-atlantique. Alors après, il faut savoir que la dorsale traverse aussi la péninsule de Reykjanes, parce qu'elle a tendance à faire un genre de virage comme ça. Elle traverse vraiment de part et d'autre l'île. Et donc, voilà où se trouve le Laki. Alors, Reykjavik, c'est plus par là, quoi, à peu près. Donc voilà, donc effectivement, c'est une éruption qui a été très impactante. Les conséquences de l'éruption du Laki sur l'Europe, ça a été un été anormalement chaud. Le fait que plusieurs années de suite, l'Europe a connu des hivers assez rigoureux. Et alors je lis là une petite anecdote, au Royaume-Uni, l'été 1783 est connu comme l'été de sable à cause des pluies de cendres qui sont retombées sur le pays, tandis que durant l'hiver 1783, on a enregistré des températures de moins 19 degrés à Paris. Je vous laisse vous faire votre propre idée sur ce que ça veut dire, c'est quand même pas négligeable. On connaît les conséquences des éruptions volcaniques sur le climat, le fait de produire énormément une grosse quantité de cendres avec les courants atmosphériques, des grosses quantités de cendres qui vont se retrouver un petit peu partout sur le globe et qui vont avoir tendance à occulter les rayons du soleil et donc forcément à tuer les végétaux et les animaux qui s'en nourrissent. Donc c'est pourquoi une grosse partie du bétail est décédée, enfin est morte durant cette période. Et donc voilà un des facteurs qui aurait, je dis bien aurait, entraîné la Révolution française. Alors ça je pense que c'est largement discutable, mais on a émis l'hypothèse que c'est suite à cette éruption que que l'Europe a connu beaucoup de difficultés sur le plan de l'agriculture. Et donc la France n'a forcément pas échappé à ça, parce que il faudrait que je vous montre un plan de situation de la France à côté de l'Islande. Mais grosso modo, on n'est pas hyper loin de l'Islande. Et donc forcément avec les courants atmosphériques, on s'est retrouvé concerné par le problème. Et donc voilà, les récoltes ravagées, et en conséquence un accroissement de la pauvreté qui aurait peut-être contribué au soulèvement des peuples à la Révolution française. Voilà pour le Laki, donc c'est une des éruptions les plus notables. Alors une autre éruption dont j'ai envie de vous parler, c'est l'éruption du Surtsey. Alors le Surtsey, c'est une île qui a été créée il n'y a pas si longtemps que ça à l'échelle des temps géologiques. Hop. Surtsey, pour le coup, c'est une île qui a atteint la surface le 14 novembre 1963. Et donc, c'est la naissance d'une éruption. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler de cette éruption? En fait, cette éruption, elle a une caractéristique assez... pas unique, mais pas loin. C'est-à-dire que c'est une éruption assez peu commune. En gros, on s'est retrouvé avec une éruption de magma dans une faible quantité d'eau. C'est-à-dire on avait des profondeurs d'une vingtaine de mètres grand maximum. Et donc ce qui se passe, c'est que d'habitude, quand le magma remonte à la surface, il a tendance à s'épancher doucement. Et donc c'est ce qu'on appelle des pilolava. En gros, c'est des coussins de magma. On en voit notamment du côté d'Hawaï, puisque Hawaï, donc c'est un point chaud, on a des remontées de magma sous des volumes d'eau qui sont assez importants, et la pression de l'eau fait que le magma a tendance
à se solidifier relativement rapidement et a tendance à s'écouler doucement. Là, en fait, on se retrouve dans un cas de figure un peu différent puisque la pression de l'eau au-dessus de la remontée du magma n'est pas suffisante pour empêcher le magma de se diffuser. Et donc ce qui se passe, c'est que le magma est complètement... vaporise tout ce qui se trouve à la surface, la pression de l'eau ne suffit pas, et donc on a une explosion. Et donc cette explosion, c'est une éruption, et en l'occurrence, c'est l'éruption du volcan Surtsey. Et donc c'est depuis cet événement qu'on a décidé de nommer les éruptions du même genre, les éruptions surtseyennes. Donc des éruptions qui se produisent dans des faibles plans d'eau. Alors pas forcément, en fait c'est dès lors que l'eau ne suffit pas à empêcher l'explosion, on se retrouve avec une projection de débris et le magma qui littéralement fait exploser tout ce qui se trouve à la surface. Voilà, donc c'est vraiment un type d'éruption à part, donc qui s'est produit dans les années 60. Et donc c'est la formation d'une nouvelle île, l'île Surtsey. Enfin, pour terminer, du coup, je voulais faire juste un petit clin d'œil à un article que j'avais produit il y a quelques temps, et là qui concernait Maurice et Katia Kraft, puisque c'est deux volcanologues auxquels j'attache pas mal d'importance. Donc cet article, vous pouvez le retrouver sur mon blog disasterfrance.com. Donc il y a assez peu d'articles, pareil, j'ai pas trop le temps de pouvoir en produire. J'essaye d'en produire de temps en temps. Mais du coup j'ai produit un article que je pense assez complet sur le sujet de Maurice et Katia Kraft. Et donc Maurice et Katia Kraft ont assisté à une éruption islandaise. Et ça a été l'un des premiers sujets volcanologiques que le couple de volcanologues a couvert. Et donc ce volcan, c'est l'Eldfell. Donc c'est l'Eldfell qui est entré en éruption en 1973. Et alors, comme je le dis ici, c'est une éruption qui a fait pas mal de bruit à l'époque, car même si elle était quand même relativement inoffensive, c'est une fissure de feu de 1800 mètres qui s'est ouverte sur l'île, une île de seulement 10 km, où résidaient 5000 personnes. Et alors, je vais essayer de vous montrer quelques images. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur l'Islande. Alors bien sûr, il y a des tas d'autres choses à dire sur l'Islande. J'ai pas parlé de l'Eyjafjallajökull qui est rentré en éruption en 2011, si je dis pas de bêtises. J'ai pas parlé de l'éclat. Enfin, tout ça, il y a plein de volcans qui sont rentrés en éruption en Islande. Comme je vous ai dit, c'est un contexte très actif. On note une éruption en moyenne tous les 5 ans, si je dis pas de bêtises. Donc clairement, là, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas inquiétant. Alors bien sûr, ça a un impact sur les populations locales, parce que là, on a par exemple des émissions de gaz, ce genre de choses. On peut avoir des panaches de cendres qui font qu'on va avoir, comme je le disais, des hivers volcaniques. Mais là, clairement, c'est pas du tout ce qui est en train de se produire. Je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Donc n'hésitez pas, si ce format un peu particulier de vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça fera plaisir et ça encouragera à faire d'autres formats du même genre, sur d'autres catastrophes, peut-être plus locales, vu que là je parle de choses qui se passent à l'étranger, mais pourquoi pas des choses plus locales. Et puis surtout, n'hésitez pas à faire comme d'habitude, à liker, à commenter la vidéo si elle vous a plu, et puis surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. S'il y a suffisamment de questions, ou s'il y a des commentaires, ça permettra d'y répondre peut-être à travers d'autres vidéos, et voilà.
Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et puis je vous dis à très bientôt j'espère, et normalement la prochaine vidéo sera un disaster, à moins que d'autres choses se passent entre temps, auquel cas je ferai peut-être une vidéo un peu du même genre que celle que je viens de faire. Ciao!